Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire sur le parcours idéal en cybersécurité. Donc, si vous êtes ici cet après-midi, c'est parce que vous avez bien compris que la cybersécurité, c'est un enjeu majeur pour toute organisation parce qu'une stratégie en cybersécurité permet de lutter contre les menaces qui ne font que croître d'année en année. Donc, si vous êtes déjà penché sur la question, vous avez dû vous rendre compte que lorsqu'on parle de cybersécurité, on s'attaque à un vaste sujet. Parce qu'en effet, il y a plusieurs façons de se protéger et ça peut être compliqué de s'y retrouver si on n'est pas expert et de savoir si on peut se considérer comme adéquatement protégé. Donc, pour cette raison, chez MS Solutions, nos experts en cybersécurité ont défini un parcours cybersécurité idéal qu'on va vous présenter par la suite. Et comme ça, vous pourrez voir que chaque organisation peut s'y retrouver dans les différentes démarches à suivre. Et, et on va passer à l'agenda, comme ça je vais vous présenter en détail de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, voici un aperçu de l'agenda du jour. Dans un premier temps, on va parler de la cybersécurité d'une manière générale, à qui ça s'adresse et pourquoi. Et ensuite, on va parler des 6 étapes pour un parcours en cybersécurité optimal. Donc, comme à chaque fois, on va se garder un petit moment à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez au fil du webinaire, vous pouvez les poser directement dans le chat. Puis, je vais tenter d'y répondre si j'ai les réponses. Puis, je passerai la parole en fin de webinaire à mon collègue pour qu'il puisse répondre aux questions les plus complexes. Donc, avec nous aujourd'hui, Bernard Després, associé directeur pratique sécurité audit chez MS Solutions. Bonjour Bernard. Bonjour Julienne. Merci d'être avec nous aujourd'hui, puis je te laisse la parole pour la suite. Excellent. Donc, merci beaucoup pour l'introduction très rapide. Donc, allons-y avec la présentation tout de suite. Comme il a été introduit par Cheyenne en entrée, assurément, c'est un vaste sujet que celui de la cybersécurité. Plusieurs entreprises sont parfois un peu déroutées sur quelles sont toutes les étapes ou les volets qui doivent être pris en compte lorsqu'on veut améliorer notre cybersécurité. Et pour vous aujourd'hui, on va essayer de démystifier ça avec un parcours logique et aussi avec une petite segmentation des différents volets. Là. Donc, la cybersécurité, pour qui? Pour quel type d'entreprise surtout? Pour qui et pourquoi? Allons-y. D'abord, avant tout, la cybersécurité, puis la façon de l'aborder, ça concerne tout type d'entreprise. Dès qu'une entreprise utilise des technologies de l'information, de près ou de loin, elle se doit d'être concernée par la cybersécurité, peu importe quel est son secteur d'activité. Bon, on vient d'adresser lequel type. Donc, que vous soyez une entreprise en service, en manufacturier, un organisme éducatif ou autre, vous devez vous concentrer sur ça parce que vous êtes concerné. Pour qui? Bon, dès qu'une entreprise a des opérations, dès qu'elle a quelque chose qu'elle œuvre ou quelque chose qu'elle produit comme bien, comme service à partir de ressources humaines, bien sûr, mais aussi à partir des technologies de l'information, c'est donc qu'il y a quelque chose à protéger. Parce que si vous êtes une entreprise qui n'a rien à protéger en matière de TI, à notre ère d'aujourd'hui, ben mon petit doigt me dit que il n'y a presque pas de raison d'être en affaires dans ce cas-là, parce que, ultimement, toutes les entreprises ont quelque chose à protéger. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que même vos opérations, vos services n'ont pas de nécessité d'être protégés. Et finalement, pourquoi? Bien, on le verra un petit peu plus tard, mais le domaine de la cybersécurité vise à adresser 3 grands objectifs. C'est la confidentialité de l'information, l'intégrité de l'information et la disponibilité de l'information. Donc, dès que vous avez quelque chose dès que vous avez à l'intérieur de vos processus TI ou à l'intérieur de vos systèmes des données à soit garder confidentielles, soit à les garder intègres ou soit à les garder disponibles pour continuer à opérer, vous devez vous concentrer sur la cybersécurité vous aussi. D'accord? Allons-y avec une présentation des 6 étapes pour un parcours en cybersécurité optimale. Vous le verrez, ces 6 étapes simplifiées, on a fait des regroupements pour vous permettre d'un petit peu l'apprécier et mieux saisir de quoi il est question. Mais ultimement, ça s'adresse à probablement toutes les entreprises, vous le verrez. Donc, présenté de cette façon-là,
c'est pour vous démontrer que, oui, il y a différents volets, donc le volet protection, où est-ce qu'on met en contribution des solutions technologiques pour se protéger, soit dans notre réseau local, soit dans nos services consommés en info nuagique. Il faut aussi qu'on pense à sensibiliser nos gens, donc porter à l'attention des gens certaines précautions à faire ou à prendre pour bien aider à ce que la cybersécurité soit omniprésente dans l'organisation. Il est sain de faire des évaluations de notre posture pour comprendre si nous avons des bons mécanismes pour nous protéger ou pas. Selon nos types d'actifs que nous avons, il faut faire ces évaluations-là. Il faut aussi faire preuve d'une certaine prévention. Donc, il faut vérifier de façon plus concrète si nous avons des vulnérabilités, si nous avons des risques qui sont omniprésents et pour lesquels on devrait apporter des changements dans nos systèmes. Comme vous l'avez souvent entendu, lorsqu'on veut bien faire face à des incidents, parce que malheureusement, il va survenir quand même des incidents, il faut être préparé. Ça peut aller juste de l'approche d'avoir des sauvegardes, mais ça peut aussi être de faire des préparatifs sur la gestion des incidents et beaucoup d'autres choses, comme on verra tout à l'heure. Et ultimement, les entreprises qui ont le plus de maturité, donc qui ont le plus progressé dans toutes les sphères que je vous ai présentées dans une minute, vont tendre vers l'optimisation qui va soit être d'obtenir une reconnaissance sur les bonnes pratiques qu'ils ont ou se coller à des standards qui, eux, vont contribuer à ce que l'organisation soit très sécuritaire et qu'elle puisse faire rayonner sa posture qui est intéressante. Donc, comme vous le voyez, de gauche à droite, plus une entreprise progresse dans sa maturité en matière de cybersécurité, bien plus elle va tendre vers des solutions très élémentaires de protection et évoluer jusqu'à être très préventif, faire des préparations et ultimement obtenir une reconnaissance telle que l'optimisation qui est proposée ici. Puis, plus on progresse dans notre maturité, et bien plus notre niveau de sécurité et en tire des bénéfices aussi, parce que plus on va avoir implanté de choses, les bonnes choses au bon moment, plus on va aider notre cause pour être plus sécuritaire. Tout ça ne se fait pas en disant ciseaux. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi avoir une bonne gouvernance, donc un encadrement, puis une forme d'appui qui vient du cadre décisionnel de l'organisation. Tout ça de façon structurée et stratégique pour être sûr de mettre en place tous ces mécanismes-là. Je vous propose de vous présenter quelques cas fictifs. Ils ne sont pas fictifs, c'est des choses qu'on a vraiment vécues au fil des derniers mois, dernières années, mais c'est pour vous donner un peu une image de comment est-ce qu'on pourrait visualiser la maturité. Vous avez, prenons un exemple très simple, construction gratte-ciel, qui est un nom c'est artificiel. Donc, eux, prenons pour exemple qu'ils ont instauré à l'intérieur de leur parc informatique une protection antivirus sur les postes de travail et les serveurs. Donc, ils ont fait un pas en matière de protection. Ils ne sont pas très loin, tout n'est pas parfait par le simple fait qu'ils ont un antivirus, mais ils ont fait un pas dans cette direction-là. Ils ont aussi décidé d'instaurer, pour bien protéger leur périmètre, un pare-feu pour accéder à Internet. Là, dans les subtilités, il faudrait qu'on se pose la question, est-ce que les règles sont bien configurées? Est-ce qu'il y a une analyse des services et tout? Mais disons que pour l'exemple actuel, ils ont un pare-feu, donc ils ont encore plus de protection d'installer, puis c'est tout à leur honneur. Ils ont aussi décidé d'instaurer de la sensibilisation. De quelle façon qu'ils s'y prennent dans leur cas? Bon, de façon sporadique. Ils vont envoyer un courriel à leurs employés en disant hey, faites attention, si vous avez quelqu'un qui envoie un courriel, puis c'est le nom du président qui vous demande un virement, vous ne le faites pas parce que c'est possiblement une faute du président. Ce n'est pas un programme complet de formation et de sensibilisation, mais au moins, c'est un effort qui est fait dans ce sens-là. Donc, assumons qu'ils ont un petit peu de démarche et d'effort et un petit peu de maturité en matière de sensibilisation. Pour couronner le tout, parce que c'est une entreprise qui n'a pas un haut niveau de maturité, mais eux, ils ont pris la décision de mettre en place des sauvegardes parce qu'ils sont conscients qu'un incident peut vite arriver et que c'est pratique d'avoir des sauvegardes pour recouvrir une information qui a soit été accidentellement supprimée ou soit qui a été compromise ou par une personne malveillante ou autre. Donc,
On pourrait dire que cette entreprise-là, elle a une certaine maturité, mais l'absence d'évaluation, l'absence de prévention, puis l'absence d'optimisation fait que, vous le comprendrez, il y a peut-être des petits manques à gagner dans leur cybersécurité et aussi, bien sûr, leur maturité n'est pas au point. De sorte que si cette entreprise-là décide qu'elle veut réaliser un audit de cybersécurité, eh bien, le constat qui risque d'arriver, ça va être qu'ils ont des volets qui sont corrects et positifs, ou en voie d'être positifs, mais encore des lacunes. Donc, ils auraient fait un premier pas en matière d'évaluation, mais le pointage qu'ils obtiendraient, il mettrait en lumière des lacunes qui gagneraient à être améliorées. Prenons un autre cas de figure. Placement financier sur panneau. Encore une fois, bien sûr, un nom qui est fictif, qui est plus pour rire qu'autre chose. Mais eux aussi, ils ont une protection antivirus. On ne passera pas sur tout ça. Ils ont un parcours pour aller sur Internet sur chacun de leurs places d'affaires. Excellent, c'est aussi à leur honneur. Eux aussi font des campagnes de sensibilisation auprès de leurs employés. Et puis, ils effectuent en plus des campagnes d'hameçonnage pour leur cas. Alors, à la différence du précédente entreprise, ils ont davantage de maturité sur un point de vue de sensibilisation que la précédente, que construction gratuite. Eux, ils ont aussi des sauvegardes. Donc, voici leur posture rapidement. On le voit encore, l'absence d'évaluation, de prévention et d'optimisation démontre un petit peu leur immaturité à certains égards. Et là, eux, parce qu'ils ont un requis de soumissionner auprès de certaines institutions qui demandent qu'ils soient certifiés ISO 27001, par exemple, eh bien, ils voudraient bien obtenir cette forme d'optimisation-là, de reconnaissance normative-là. Et malheureusement, il y a trop de manque à gagner pour qu'ils obtiennent leur certification, étant donné qu'ils n'ont absolument rien en évaluation, en prévention, et c'est quand même très timide en matière de préparation. Un dernier exemple pour la forme. Encore une fois, un pare-feu pour accéder à Internet pour le siège social. Cette fois-ci, ce n'est pas tant une grosse protection antivirus qu'ils ont, quoi qu'ils peuvent en avoir une, peu importe. Et là, ils ont pris la décision de faire une segmentation réseau pour bien diviser leurs environnements entre le réseau, l'environnement de développement, les tests et la production pour un service en ligne qu'ils offrent. Ils ont des sauvegardes locales sur leur réseau et ils aimeraient bien avoir eux aussi une certification, une forme de conformité pour obtenir un très gros contrôle gouvernemental. Selon vous, est-ce qu'ils vont l'avoir ou ils ne l'auront pas? Malheureusement, l'absence de beaucoup de volets dans leur parc informatique, dans leur pratique, parce qu'ils n'ont pas été conscientisés à toute la pertinence de ces volets-là, mais malheureusement, ils ne l'auront pas. Donc, si on récapitule, la maturité des services comme ça, on va passer étape par étape, ou plutôt volet par volet, protection, sensibilisation, évaluation, prévention, préparation et optimisation dans les prochaines diapositives. Mais vous commencez à comprendre qu'une entreprise se donne la peine d'adéquatement adresser sa protection, d'adéquatement établir des bonnes pratiques en matière de sensibilisation, de prendre le temps d'évaluer les mécanismes qu'ils ont mis en place, d'adopter une approche qui est préventive, donc analyser les risques, instaurer des stratégies de gestion puis du risque, et ainsi de suite. Qu'ils ont des plans, donc plan de gestion des incidents, plan de gestion de continuité des affaires, directives de sauvegarde et autres, et qu'ultimement, ils vont vers une reconnaissance sur l'optimisation pour aller chercher une certification ou une reconnaissance normative ou autre. Eh bien, ils vont être en mesure de clairement démontrer leur maturité et leur en matière de cybersécurité, bien sûr, par la même occasion, augmenter de façon significative leur sécurité. Allons-y avec les grandes lignes sur le volet un peu, sur chacun des volets. Donc, en protection, quand on parle de solutions technologiques de protection et de sécurité infonuagique, vous avez sous les yeux quelques exemples. C'est un sommaire. Il y a plus que ça qui est analysé lorsqu'on fait des bilans de situation ou des diagnostics de situation. Mais ultimement, vous comprenez qu'avoir une bonne solution sur les endpoints, donc sur les postes de travail et les serveurs, c'est important. Certaines organisations, de par leur réalité, ont besoin d'avoir des outils d'analyse et de surveillance du réseau, donc des NDR. D'autres vont opter pour des solutions avancées de détection et de réponse, donc des MDR. Assurément, le volet
robustesse et protection au niveau des authentifications pèse très lourd, étant donné que de plus en plus on consomme des services à gauche et à droite, et que si on n'impose pas l'authentification multifacteur, et on a une forme de vulnérabilité dès qu'un mot de passe est compromis. Et plusieurs attaques de pirates fonctionnent très, très bien lorsque les personnes n'ont pas l'authentification multifacteur. Donc, ça aussi, c'est un volet important. Puis bien sûr, la gestion des identités et des accès. Donc, tout ça mis ensemble, ben, c'est des volets d'une protection qui ne sont pas négligeables, puis qu'il faut s'assurer de bien avoir et de bien instaurer pour bien maturer et aussi pour une bonne sécurité. Et là, ben, l'autre case sur la droite, cloud sécurisé, Microsoft 365, Azure, DevOps, là, on fait fi de beaucoup d'autres plateformes en ligne, mais il faut comprendre que eux aussi, ce sont des plateformes pour lesquelles il est important d'instaurer des méthodes de protection, des mécanismes de protection pour être sûr de réduire notre surface d'attaque et d'améliorer notre cybersécurité. Passons à la sensibilisation. Sensibilisation, vous en avez eu un petit avant-goût tout à l'heure. Plateforme de formation et de sensibilisation en continu. Mettre en place tout le nécessaire pour que les utilisateurs d'une organisation, peu importe quelle est leur position dans l'organigramme, soient bien conscientisés aux risques et que tout ça soit encadré par des politiques et des directives qui visent à clairement énoncer qu'est-ce que la haute direction s'attend comme comportement et comme mécanisme de protection qui sont en place dans l'organisation. Donc, avoir une plateforme de formation et de sensibilisation continue, c'est très important. Ça permet de maintenir les utilisateurs en contact avec beaucoup d'informations constamment, qui va les aider à être éveillés et très sensibles au fait que les menaces proviennent de divers endroits. Et plutôt que juste une communication sporadique, bien, cette constance-là de communication et de sensibilisation et de petites capsules de formation a démontré au fil du temps avoir un bien plus grand effet et considérablement plus efficace que les simples interventions ponctuelles. Campagne d'hameçonnage, c'est impressionnant de voir à quel point les entreprises et les gens sont stimulés par ce genre d'exercice-là, surtout lorsque la plateforme offre un suivi de la cote de risque de l'individu. Eh bien, la personne est en mesure de bien voir si elle s'améliore ou pas. Puis, il se crée des petits challenges, nous, qu'on voit dans les entreprises, c'est très beau à voir. Surveillance des menaces externes, je n'en ai cité qu'un seul ici, c'est la surveillance active des fuites sur le dark web. Ça fait partie de la sensibilisation parce que si on n'est pas informé que telle ou telle information qui touche certains de nos employés ont subi une fuite sur le dark web, eh bien, ça peut devenir des éléments qui vont être utilisés contre notre organisation. D'où la nécessité, la forte recommandation d'utiliser un tel système pour être rapidement notifié lorsque une fuite survient en lien avec notre organisation. L'évaluation. Ça, c'est un bon gros morceau. L'évaluation, pour sa part, je vous la divise en deux. C'est des audits et des analyses, ainsi que des tests d'intrusion. Selon le niveau de maturité de l'organisation, il y a des étapes où c'est bénéfique de faire des audits ou bénéfique de faire des tests d'intrusion, pen tests en anglais. Il faut juste prendre le temps de vérifier est-ce que vous êtes à la bonne étape pour faire un audit ou une analyse ou un diagnostic de votre maturité, juste pour éviter de donner un coup d'épée dans l'eau. C'est bien de faire un audit cybersécurité, c'est toujours bien. Par contre, si vous savez déjà que vous avez ni programme de formation sensibilisation, ni pare-feu, ni authentification multifacteur, bien, déjà, vous avez déjà la prise de conscience que ce sont là des drapeaux rouges qui vont être soulevés lorsque vous allez faire l'audit cybersécurité. Ça peut être judicieux de déjà investir des efforts pour améliorer ça. Et ensuite de ça, vous soumettre un exercice d'audit cybersécurité ou autre, une grande diversité d'audits et d'analyses qui sont présentes ici. Et elles visent tous à vous rapporter l'information d'un acteur externe neutre qui va venir vous dire si oui ou non il y a place à amélioration et ou si oui ou non vous avez des vulnérabilités qui sont exploitables, comme c'est le cas dans les tests d'intrusion. En matière de prévention, là, on est un petit peu plus dans la vraie bonne maturité.
en ce sens que à partir du moment où une entreprise veut prendre vraiment sa cybersécurité au sérieux, c'est vraiment important de faire une bonne analyse de risque. On avait déjà fait un webinaire dans le passé sur l'analyse de risque, sur son importance, sur le fait que c'est la première phase qui est fort intéressante pour, prendre conscience de tous les actifs informationnels que nous avons, à quel point ils peuvent venir faire une différence s'ils ne sont plus disponibles dans nos opérations, et surtout de voir et bien réfléchir à quoi ces actifs-là, considérant mon secteur d'activité et plusieurs autres facteurs, en quoi ça peut venir, en quoi ils peuvent être exposés à des risques et des menaces, puis c'est quoi la probabilité que ces menaces-là se matérialisent, toujours pour les mêmes critères sur le secteur d'activité et ainsi de suite. Et ça permet, avec l'analyse de risque, de venir quand même assez bien cibler quelles sont les actions les plus payantes, je n'ai pas les plus coûteuses, mais les plus payantes, sur lesquelles on devrait investir du temps et des efforts. Donc, ça, la prévention comme ça, c'en est un volet quand même très important. Puis, comme il est présenté ici, analyse de risque et gestion du risque, eh bien, ça démontre un beau niveau de maturité. Et c'est souvent aussi un très bon exercice pour aider à la prise de décision éclairée dans les entreprises en matière de cybersécurité. La préparation, bon, on a beau avoir un bon antivirus, d'avoir un bon pare-feu, d'avoir sensibilisé nos gens, d'avoir fait des analyses, des tests d'intrusion. On n'est pas à l'abri qu'un incident survienne vraiment. Donc, c'est très important d'adéquatement se préparer. Cette préparation-là peut se matérialiser par une directive de sauvegarde, un plan de sauvegarde, un plan de reprise d'activité, un plan de continuité des affaires, vérifier à quel point on est capable de journaliser nos activités dans notre parc informatique pour favoriser et faciliter une forme d'investigation si un jour c'est présenté. Et un morceau, je suis passé volontairement par-dessus, c'est le plan de gestion des incidents. Lui, pour sa part, le plan de gestion des incidents permet non seulement d'être un document pour dire, OK, quand ça ira pas bien, il va falloir qu'on se force pour régler le problème, mais c'est aussi de mettre en place déjà qui sont les acteurs clés dans une organisation qui vont devoir amener la contribution de par la nature de leur travail et leur responsabilité, et de quelle façon on va escalader l'incident, d'escalader pour dire, OK, est-ce qu'on doit mobiliser beaucoup de troupes? Est-ce que ça se gère? Est-ce qu'on le tolère? Est-ce que ça va au-delà de notre seuil de tolérance, et ainsi de suite? Avec ça, le plan de gestion des incidents, c'est une excellente forme de préparation auquel les entreprises auraient tout à gagner à vraiment fréquemment le faire, parce que ça permet vraiment de bien se préparer à faire face à l'incident humain, parce qu'ultimement, il va y en avoir un ou des incidents. C'est utopique de penser qu'il n'y en aura pas, mais d'être bien préparé, ça permet de réduire de façon significative le temps d'action et l'efficacité des actions. Ça ne le réduit pas, ça augmente l'efficacité des actions pour être sûr que on passe à travers cet incident-là avec le moins d'impact possible, autant en temps, en production, en réputation et en monétairement parlant aussi. Dernier palier dans cet escalier de maturité-là, c'est l'optimisation. L'optimisation, pour sa part, selon les réalités d'une entreprise, soit que c'est un cadre légal auquel on est obligé de se conformer, comme c'est le cas, par exemple, la loi 25. Vous êtes nombreux maintenant avec la loi depuis 2022 qui a été mise en force et qui, sur 3 ans, doit se compléter à être implantée dans chacune des entreprises qui œuvrent en sol québécois. La loi 25 est un exemple. D'autres entreprises font affaire avec de l'international, donc ils doivent composer avec l'Union européenne et son RGPD, qui est un peu un équivalent, mais en sol européen. Il ne fait pas juste cibler le sol européen, mais qui cible tout citoyen européen. Donc, il y a des cadres normatifs qu'il faut soit respecter, donc il faut s'assurer d'être conforme, et où, dans d'autres cas, on se dit, moi, j'aimerais bien obtenir telle confirmation externe pour pouvoir rayonner mon encadrement, mes bonnes pratiques. Ça peut être le cas d'un SOC 2, ça peut être le cas d'un ISO 27001. Bon, il y a plusieurs autres normes qui sont là. PCI DSS qui est aussi là, qui concerne l'industrie des cartes de paiement, d'où le PCI qui est Payment Card Industry. Donc, tout ça mis ensemble, lorsqu'on est rendu à la maturité d'adresser une telle norme,
eh bien, c'est parce que les autres paliers au préalable ont déjà été adéquatement adressés. Parce que pour bien obtenir ces reconnaissances-là, les reconnaissances normatives, eh bien, il faut être adéquatement configuré, en place, en contrôle de la situation, avoir fait preuve de, on a des bonnes protections, on a des bonnes personnes pour protéger tout ça. Les gens sont sensibilisés et tous les autres paliers sont quand même en très bonne posture. Tout ça, je l'ai mentionné tout à l'heure, se fait à l'aide d'une saine gouvernance et une approche stratégique. Donc, dans l'éventualité où certaines organisations n'ont pas la compétence pour mettre ça en place, c'est là où il est judicieux d'aller se chercher un accompagnement externe pour s'aider. Cette initiative-là doit plus autrement venir de la gouvernance parce qu'il y a des coûts associés à ça, assurément, mais au moins, lorsque l'entreprise prend conscience de l'importance de ces opérations, de l'importance et de l'impact que pourrait avoir un incident qui toucherait ces opérations, eh bien, à ce moment-là, l'entreprise et surtout ses dirigeants vont se dire qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir de longues périodes de coupure, d'avoir des données qui sont compromises, ne veulent pas s'exposer à des conséquences légales ou punitives comme la loi 25 ou la RGPD peut imposer. Donc, c'est là où la gouvernance va juger que c'est pertinent d'investir des efforts. Et si vous n'avez pas ces compétences-là à l'interne, de vous tourner vers un accompagnement externe pour vous aider dans ces différents volets-là. C'est quelque chose qui est tout à fait plausible. C'est quelque chose qui va vous aider à ne pas nécessairement embaucher une personne où il va juste faire ça à une fraction de son temps, d'aller consommer un service externe d'un chef de sécurité de l'information, par exemple, un V6O, ça va vous permettre d'avoir cette compétence-là juste pour quelques heures, quelques semaines ou pour un accompagnement continu pendant l'année, mais avec un faible quantité d'heures, juste pour vous aider à maturer et être une référence pour l'aide à la prise de décision. Les avantages de prendre en main sa cybersécurité, avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est principalement pour réduire les risques d'impact significatifs des actifs informationnels. Donc, vous avez des opérations, vous avez des systèmes, vous avez des processus, vous avez une réputation. Vous devez protéger ces items-là pour vous assurer de continuer à opérer votre entreprise de façon saine. La compétition est déjà dure et féroce. Vous n'avez pas besoin de vous rendre vulnérable sur certains volets comme votre cybersécurité qui vont juste vous compromettre dans votre capacité à continuer à croître et qui peuvent vous amener des impacts négatifs et peut-être perdre de la clientèle étant donné que vous n'êtes pas en mesure de les desservir pendant une période X. Un autre bon avantage de prendre en main cette cybersécurité puis de tendre vers une plus grande maturité, c'est d'être en contrôle de ce qui peut être contrôlé. Le risque zéro, il n'existe pas. Par contre, il y a une grande marge entre le risque zéro et jeter l'éponge en se disant jamais je vais y arriver à être pleinement sécuritaire et prendre la peine de bien se regarder, de se poser la question et s'il y a déjà des volets qui gagneraient à être bonifiés, bien, de les adresser dans une chronologie qui convient à l'organisation, avec un investissement et des moyens qui conviennent à l'organisation. Pas faire ça de façon précipitée, mais de le faire avec une bonne gestion de priorité. Ça va vous aider à avoir une bonne vision et bien vous protéger. Si ça se trouve, ça va convertir certains de vos investissements entre, au lieu de faire une dépense parce qu'on a eu un incident qui est survenu, bien de convertir ces sous-là plus en prévention. Ça va vous donner un coup de pouce aussi, parce qu'au lieu de mettre des sous en remédiation, donc se sortir du pétrin, bien de les mettre de façon proactive, ça contribue à ce que, l'investissement soit moins grand et que les impacts de notre organisation soient plus réduits aussi. Et finalement, c'est pour éviter certains incidents qui sont malicieux, donc beaucoup de choses qu'on voit au quotidien, mon équipe de cybersécurité et moi, d'entreprises qui sont au dépourvu parce qu'il y a un geste ou
Il y a une vulnérabilité qui a réussi à se matérialiser et leurs employés n'avaient pas la vigilance ou tel système n'était pas adéquatement protégé ou tel système de sauvegarde n'était pas adéquatement testé et autres. Et puis, bien, on se retrouve très réactif et parfois trop vulnérable, malheureusement. J'y ai fait référence à quelques reprises. Comment est-ce qu'une entreprise pourrait décider ou comment est-ce qu'elle pourrait faire pour connaître quel est son niveau de maturité? Assurément, vous pouvez revisionner ce webinaire-là puis vous poser vous-même ces questions-là. Par contre, sur une approche plus simple, on suggère de faire un diagnostic de la maturité en cybersécurité. Donc, c'est un exercice qui permet d'avoir une rapide posture sur c'est quoi la cybersécurité ou notre niveau de maturité que nous avons. Présenté dans un rapport format exécutif, donc ce n'est pas une thèse, c'est quelque chose de rapide et convivial à consulter, avec des recommandations qui sont des grandes lignes sur lesquelles les observations qu'on fait visent à sensibiliser notre point de contact, donc le gestionnaire qui octroie le mandat. Ça vous donne le point de vue externe pour parfois mettre en lumière certains angles morts. Pourquoi? Vous avez beau avoir beaucoup de conscience de votre organisation. Si c'est votre travail au quotidien d'être en cybersécurité et de faire ça, c'est parfait. Vous avez possiblement déjà toute la connaissance et la compétence pour ça. En contrepartie, si ce n'est pas le cas, bien, on peut parfois être sur l'impression qu'on a un système de backup ou de sauvegarde, pardon, et ce système de sauvegarde-là, il va nous assurer d'être vraiment blindé contre tout prochain événement. Puis c'est ça la perception qu'on a comme gestionnaire. Or, ce n'est pas tous les systèmes de sauvegarde qui sont égaux. Selon comment est-ce qu'ils sont paramétrés, l'isolement, on peut être ou pas à l'abri d'un crypto. Donc, il y a beaucoup de choses à vérifier. Et nous, comme on arrive avec une expérience quotidienne de composer avec ces réalités-là, ces subtilités-là, eh bien, notre expérience est mise à votre disposition pour bien vous mettre en lumière que ce que vous avez, à vérifier si c'est bien fait ou s'il y a des opportunités d'amélioration, et aussi peut-être vous porter à votre attention certaines choses auxquelles vous n'auriez peut-être même pas pensé, soit vous et les personnes qui sont responsables de votre informatique au quotidien. Et ultimement, bien, un tel rapport ou un tel diagnostic permet d'aider à la prise de décision. Donc, plutôt que de se dire voici, je dois investir dans cette saveur du mois-là, qui semble être un aspect qui m'a été bien présenté comme gestionnaire et qui me donne l'impression que c'est pertinent et que je ne connais pas beaucoup ça, mais mon gars TI ou ma fille TI m'a dit que c'est important. Bien, des fois, avec un diagnostic comme celui-là, bien, de contre-vérifier les suggestions qu'ils ont, puis vérifier si ça semble concorder avec les recommandations qui ont été faites, bien, va soit vous aider à confirmer que ce qui vous était proposé était tout à fait approprié, ou de re-questionner puis de vérifier qu'en est-il de ce volet-là. Et là, ce sera à vous de déterminer si celui ou celle qui vous prodigue des conseils actuellement est au fait, c'est informé de cette réalité-là ou pas. Et si ce n'est pas le cas, peut-être de le porter à son attention pour qu'il puisse encore mieux vous descendre. Revenons avec un petit exemple ou deux. Je vais reprendre l'exemple de construction gratte-ciel. Toujours avec le même, pour ceux qui ont le plus de mémoire, vous vous rappellerez peut-être un peu leur niveau de maturité. On va repasser au travers des différentes sphères ou des différents volets. Et on verra je vais voir avec vous qu'est-ce qui pourrait être fait différent par ces organisations-là. Cette organisation-là, si elle voulait améliorer son centre, ça demeure une analyse très sommaire, puis c'est très rapide comme présentation. Mais vous comprendrez un petit peu vers où est-ce que je veux m'en aller. Donc, on se rappellera qu'en matière de protection, leur posture était correcte, tout le moins a donné l'impression par rapport aux autres volets. Par contre, la seule chose qu'ils avaient implantée, c'est protection antivirus, pare-feu pour accéder à Internet, et ainsi de suite. C'était les deux principales que j'avais mis en évidence dans la précédente diapositive où j'en ai parlé de cette entreprise-là. S'ils voulaient améliorer leur sort, il faudrait qu'ils mettent au moins de l'authentification multifacteur, qu'ils aient une meilleure gestion des identités et des accès, qu'ils optimisent leur sécurité dans Microsoft 365, qu'ils pensent même implanter une solution qui va permettre de faire du Managed Detection and Response, donc un MDR,
qui va non seulement journaliser les événements qui se passent sur les différents systèmes, mais qui va aussi amener une forme de corrélation. Puis, si ça se trouve, intervenir de façon automatisée pour bloquer des attaques à leur niveau très embryonnaire dans les débuts. Donc ça, s'ils avaient ces mécanismes-là, là, on pourrait commencer à parler qu'ils ont une bonne maturité pour le volet de protection. Côté sensibilisation, bien, la seule chose qu'ils avaient en place, c'était des cohètes sporadiques. D'autres choses qu'ils Cangram met en place, bien, de mettre en place des politiques et des directives sur la sécurité de l'information pour clairement énoncer les attentes de la direction et aux utilisateurs pour être sûr qu'ils sachent bien ce qu'ils peuvent versus ne peuvent pas faire. Mettre en place des campagnes d'hameçonnage en continu, pas juste une campagne aux 2 ans, puis sortir avec une statistique que les gens ont bien ou pas bien performé, mais les soutenir, puis de façon continue, aléatoire, des campagnes qui vont venir déterminer s'ils ont ou pas été vigilants, c'est très payant. Surveillance active du dark web, on en a parlé tout à l'heure, aider les gens à être conscients et sensibilisés sur les bonnes pratiques, peut-être mettre en lumière des mots de passe qu'ils ont déjà utilisés dans le passé et qu'ils ne peuvent plus utiliser parce qu'ils ont été retrouvés, retracés sur le dark web. Puis ultimement, bien, moi, j'ajouterais que c'est toujours bien d'amener une forme d'engagement, donc un commitment de la part des utilisateurs à dire « OK, j'ai pris connaissance de la politique et de la directive, je m'engage à la respecter. » De cette façon-là, eh bien, cet engagement-là, ils vont, par expérience, les utilisateurs vont être mieux conscientisés à ce qu'ils peuvent versus ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et puis, ultimement, bien, ils vont être plus vigilants à respecter ça parce qu'ils auront été formellement mis en contact avec ça, soit dans le cadre de leur signature ou dans un renouvellement de contrat annuel. Donc, je m'attendais. J'ai une petite... voilà, ça a monté trop tard, celle-là. Désolé. Donc, vous aurez compris que l'évaluation, c'était la petite diapositive suivante que la petite case jaune aurait dû monter. Mais enfin, en matière de... pardon, non, c'est correct. L'évaluation, on est au rendez-vous. Donc, ils n'en avaient pas dans le passé. Comme ils n'en avaient pas, eh bien, s'ils voulaient s'améliorer, c'était de réaliser des analyses d'impact sur les activités, donc prendre conscience c'est quoi les applications qu'ils ont et quels seraient les impacts, faire des audits de vulnérabilité, des audits de cybersécurité et autres. S'ils réalisent l'une ou plusieurs de ces exercices-là, bien, ils vont maturer en matière d'évaluation, donc arriver avec un meilleur résultat. Pour ce qui est du volet prévention, ils n'en avaient pas. La construction glaciaire n'avait pas d'effort de prévention. Donc, s'ils voulaient en obtenir, eh bien, il faudrait minimalement commencer par faire un inventaire des actifs informationnels, être conscientisé avec une analyse de risque sur tous les risques qui peuvent potentiellement affecter les actifs informationnels, mettre en place des mesures préventives d'analyse automatisée des vulnérabilités, mettre en place une stratégie pour gérer tous ces risques-là que l'analyse aura mis en lumière. Et si ça se trouve, mettre des KPI, donc des indicateurs clés de performance qui vont permettre de voir à quel point on performe bien en matière de risque et dans le contrôle de ces derniers. Du côté de la préparation, bien, la seule chose qu'ils avaient, c'était des sauvegardes locales vers une unité de stockage. Cette sauvegarde locale-là, bon, c'est assurément un petit pas dans cette direction-là, mais pour bien faire les choses, bien, formaliser toutes les attentes des capacités de restauration avec une directive de sauvegarde, mettre en place un plan de reprise informatique, plan de continuité des affaires, gestion des incidents. La parenthèse qui est à côté des 3 plans qui sont indiqués ici, c'est-à-dire document et simulation, c'est pour dire qu'il ne suffit pas d'avoir un document papier en quelque part ou un document électronique en quelque part. Il faut aussi que l'organisation soit prête à l'appliquer. Donc, idéalement, c'est oui d'avoir un document, mais il faut aussi le mettre en application. Il faut aussi faire des exercices de simulation. La simulation, dans un cas d'une reprise de sauvegarde, ça peut être de tenter de restaurer une sauvegarde. Ça, c'est une mise à l'essai, c'est correct. Mais un plan de gestion des incidents, et que chaque acteur dans une organisation, acteur étant joueur clé qui a des responsabilités dans l'organisation, pour que chacun soit apte à bien jouer son rôle lorsque un incident survient,
et bien de le mettre en pratique, ça va assurer que le jour J, les gens ne seront pas en mode apprentissage de qu'est-ce que le plan suggère de faire, mais ils vont être vraiment en mode application de ce que le plan défini suggère de faire. Et pour terminer, ben, pour le volet optimisation, construction gratte-ciel n'avait rien aussi. Par contre, après avoir fait une bonne réflexion et une analyse des requis normatifs dans le secteur d'activité, parce que ça, c'est une étape qui commence à se poser comme question. Est-ce qu'on aurait quelque chose à gagner d'aller chercher telle ou telle norme? Est-ce qu'il y a matière pour rester en affaires et continuer à avoir une clientèle qui va vouloir nous faire confiance? Est-ce qu'on a des requis de normes ou de démonstration de conformité qu'on doit faire? Le marchand qui ne cherche pas à être PCI compliant, mais pourra peut-être plus utiliser sa carte de crédit comme méthode de paiement dans son entreprise. Alors, ça va assurément donner un coût à ses affaires, considérant la grande majorité des gens qui consomment de cette façon-là. Un autre client, ça pourrait être de dire, ben moi, je me dois d'avoir un 3416 ou d'avoir un ISO 27001 ou d'avoir un SOC 2 pour faire la démonstration que ma méthode de travail et mes mécanismes de protection sont efficaces. En faisant cette démonstration-là avec la clientèle, bien, les clients sont plus enclins à suivre, je ne sais pas suivre, mais à vraiment continuer à faire des affaires avec cette organisation-là. Puis si leurs assurances leur imposent de faire des affaires avec des entreprises sérieuses, eh bien, que ce soit Cybersécurité Canada ou autre, eh bien, on est capable de démontrer ce sérieux-là, même si ce n'est pas parfois les plus grosses certifications à obtenir, mais enfin. Ultimement, planifier et initier des travaux pour atteindre la conformité visée, puis bien sûr, installer les contrôles pour maintenir la conformité visée. Ça, ce serait un bon exemple de maturité d'une organisation. Donc, ce que je vous invite à retenir, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que pour progresser puis arriver avec une bonne maturité, il y a plusieurs différents chemins. Certaines entreprises commencent par des analyses de risque, d'autres vont commencer de façon timide avec la protection, faire des évaluations. À un moment donné, l'évaluation met en lumière l'importance de sensibiliser nos gens. Là, ils s'améliorent progressivement. Il n'y a pas un seul chemin. Par contre, la maturité se gagne à travers différents volets et la sécurité de l'organisation par la même occasion dans différents volets. Les aspects à considérer sont nombreux et influencés par le secteur d'activité. On ne peut pas penser que la recette pour une certaine entreprise qui est dans le domaine du légal va être la même qu'une entreprise qui est dans le domaine manufacturier. Il y a des choses en commun, mais il y a beaucoup de variantes auxquelles il faut aussi s'arrêter à penser, il faut les considérer. Pour ceux qui n'ont pas cette expertise-là à l'interne, mais c'est intéressant d'être accompagné pour mettre en lumière certains angles morts, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner vers des fournisseurs tiers pour s'aider puis obtenir un bilan de situation ou un diagnostic pour savoir où on en est et quels seraient les meilleurs gains à aller chercher à court terme. D'obtenir un coup de pouce avec des gens d'expérience comme ça contribue à avoir un éclairage sur les choses qui doivent être faites à court terme, donc un aide à la prise de décision. Puis, je l'ai dit plus tôt, mais ce n'est pas de tout faire, mais c'est de faire la bonne chose au bon moment. Ça fait toute une différence assurément. Et ultimement, ben, le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est attendez pas que l'incident de cybersécurité surviennent pour essayer d'être mature et sécurisé à ce moment-là. Parce qu'il va être trop tard, malheureusement. Donc, c'était notre approche et notre façon à nous de voir la maturité en matière de cybersécurité et quelles sont les bonnes étapes et les bons volets sur lesquels on doit se concentrer pour améliorer notre sécurité ou la sécurité de notre organisation. Donc, c'est ce qui fait essentiellement le tour de la rencontre. De ton côté, Cheyenne, avons-nous eu des questions? Oui, on a eu beaucoup de questions là, au fur et à mesure que tu expliquais, que tu donnais tes explications. Donc, si tu veux bien, on va démarrer avec celle-ci. Quel est le coût d'un diagnostic de maturité en cybersécurité? Bonne question. Bon, assurément,
On dirait que c'est un classique quand je me fais poser des questions dans les webinaires. Il y a toujours le classique, ça dépend. Mais je dirais que, à la différence de beaucoup d'autres cas de figure, dans notre cas, c'est plus ça va être dans l'ordre de 1000 à 1250 ça représente une X heures pour nous pour aller faire un tel bilan. Donc, obtenir l'information, générer le rapport, mettre ça dans un rapport qui est digeste et facile à comprendre. Donc, plus rapide là, pour un diagnostic, là, on parle de 1200 environ. D'accord? Super. On a une deuxième question pour toi. C'est si on reprend l'échelle que tu as présentée tantôt, avec les différentes couleurs, là, est-ce que des lacunes dans un palier supérieur empêcheraient de combler un palier qui serait inférieur? Non, non, absolument pas. Ben, assurément, des lacunes dans l'un ou l'autre des paliers va être un signe qu'on n'a pas une pleine maturité et qu'on n'a pas une pleine sécurité, assurément. Par contre, si je reprends le diagramme que j'ai remis à l'écran, si je performe très, très, très bien dans plusieurs des volets, puis j'ai des lacunes dans la prévention, par exemple, eh bien, ça ne dénigre pas les autres sphères, les autres volets, mais assurément, un bon diagnostic de maturité ou un audit de cybersécurité va me permettre de bien comprendre qu'à cet endroit-là, j'ai une opportunité d'amélioration et que si je veux continuer à tendre vers une belle maturité, voici où je dois investir du temps et des efforts et peut-être aussi, bien sûr, des moyens financiers. Merci. On a une question qui est un petit peu plus pointue là, c'est on regarde pour aller vers un SIEM. Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne me suis pas permise de répondre. Dans quelle étape parmi les 6 on pourrait le placer d'un point de vue maturité? Le SIEM, on est dans je vais remonter dans la bonne diapositive, vous allez le voir super. C'est peut-être pas très judicieux de ma part de remonter ça. Là, pour ceux qui n'ont pas pris leur gravole, je suis désolé, ça va donner un grand coup. Donc, le SIEM va venir se placer. J'y arrive, soyez patient et indulgent. Le SIEM, c'est une méthode de protection, un peu à l'image d'un MDR. Et il est ambigu, celui-là, le SIEM. Le SIEM, pour sa part, pour le comprendre, c'est je me souviens plus tout à fait de l'acronyme, mais essentiellement, c'est un système qui va recueillir les journaux d'activité des différents composants dans un parc informatique. On parle de postes de travail, de systèmes antivirus, de serveurs, de pare-feu, de commutateurs, bon, de tout composant qui est impliqué de pas loin dans la gestion d'activité de trafic informatique. Puis le SIEM, OK, c'est le Security Information Event Manager. Ça, c'est le SIEM. Donc, lui, pour sa part, en recueillant toute cette information-là, il permet de corréler les meilleurs SIEM, permet de corréler l'information. La corrélation, qu'est-ce que ça fait? Bien, je constate qu'il se passe telle activité sur mon serveur dans mon parc informatique parce que tel utilisateur vient d'ouvrir une session. Je constate aussi qu'il y a tel trafic un peu étrange sur mon pare-feu parce que pour une raison X, j'ai une connexion qui provient d'un autre pays. Je ne nommerai pas d'autres pays, mais qui vient d'un autre pays qui n'est pas supposé. Et là ces petites informations-là qui viennent à l'attention du SIEM, lorsque c'est un bon SIEM, il est capable de faire une forme de corrélation. Là, il va dire, s'il se passe ceci sur le compte utilisateur un tel, si je constate que j'ai telle connexion qui provient de tel pays, et ainsi de suite, eh bien, lui, il est très intelligent, d'ailleurs, certains sont appuyés par l'intelligence artificielle, serait capable de dire, bien, je suis peut-être dans les premières étapes de tel type d'attaque. Donc, dans les balbutiements d'une attaque qui provient va être une forme un poste de travail compromis, puis un compte utilisateur qui est en train d'être utilisé pour une élévation de privilège. Alors, il pourrait, encore une fois, les meilleurs SIEM, pourraient venir dire, je vais interrompre et je vais couper la connexion qui provient d'un autre pays, je vais bloquer le compte de l'utilisateur qui est en train d'avoir un comportement erratique, puis je ne suis pas habitué, et ainsi de suite. Tout à l'heure, j'ai fait un petit peu référence à cette notion de corrélation-là. Et la notion en question, c'était une solution avancée de détection et de réponse qui est le MDR.
à certains égards, un MDR et un SIEM pourraient démontrer ou présenter quelques types de comportements qui se ressemblent. Alors, on parle ici d'une méthode qui est protection, c'est aussi de la prévention parce que ça permet de journaliser, puis ça aide aussi à l'enquête pour la consultation des incidents après investigation et autres. Donc, c'est le genre de système qui peut être adressé à plus d'un endroit chez elle pour répondre à la question de notre auditeur. Merci Bernard. On va y aller avec une dernière question parce que le temps file. Puis Oui. si jamais il y a des personnes à qui on n'a pas encore répondu, n'hésitez pas à nous envoyer directement par courriel votre question directement sur le site web. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. La dernière question qu'on va prendre, c'est celle-ci. Les PME n'ont pas nécessairement les moyens des grandes compagnies. Vous conseillez d'investir un peu dans chaque étape ou se concentrer sur les 2-3 premières étapes? 2-3 premières étapes. Bon, tout le monde était chez vous. OK, il n'était pas trop loin ces diapositives-là. Bien, assurément, OK, réponse courte. Assurément, les premiers gains sont rapidement appréciés dans les mesures de protection parce qu'on met en place des mécanismes qui vont aider à ce qu'on soit un peu à l'abri. Bon, du côté de protection, première étape, et surtout la sensibilisation, c'est assurément 2 bonnes étapes très payantes. Ça ne donnera pas une énorme maturité, mais ça va assurément adresser les premières priorités. La troisième, l'évaluation, eh bien, elle va contribuer à venir vous faire prendre conscience de quels sont les possibles endroits où vous devriez continuer à investir du temps et des efforts. Ce pas toutes les entreprises qui vont tendre vers une certification ISO 27001 ou SOC 2 ou Cybersécurité Canada, ce qui serait le dernier palier d'obtenir une forme de normalisation puis de reconnaissance pour une certification. Mais à tous les autres paliers, j'oserais pas dire qu'une entreprise va être adéquatement mature si elle s'en tient aux 3 premières étapes, malheureusement. Il faut vraiment aussi y aller de prévention et de préparation, sans quoi, lorsqu'un incident va survenir, on va manquer de préparation, puis on va avoir des impacts qui vont être non négligeables dans notre retour aux activités normales. Voilà. Merci Bernard d'avoir pris le temps de nous partager tes connaissances, puis d'avoir pris le temps aussi de répondre aux questions des auditeurs. Là, le webinaire, il touche à sa fin, donc on va s'arrêter là. Comme je disais tout à l'heure, pour ceux à qui on n'a pas répondu au niveau des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement via le site web. Là, on va vous répondre au cas par cas. Et puis, merci à tous d'avoir suivi notre webinaire et on vous souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée.